Fin juillet 1830. La France hésite. Suite à la révolution des Trois Glorieuses, Charles X a abdiqué. Qui va lui succéder? Plusieurs possibilités. Henri V, son petit-fils, Louis-Philippe, son cousin, ou un président d'une nouvelle république. Le 30 juillet, Adolphe Thiers écrit ceci. Charles X ne peut plus rentrer à Paris. Il a fait couler le sang du peuple. La République nous exposerait à d'affreuses divisions. Elle nous brouillerait avec l'Europe. Le duc d'Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution. Le duc d'Orléans ne s'est jamais battu contre nous. Le duc d'Orléans était à Jemmapes. Le duc d'Orléans a porté au feu les couleurs tricolores. Le duc d'Orléans s'est prononcé. Il accepte la charte, comme nous l'avons toujours voulu. C'est du peuple français qu'il tiendra sa couronne. Le 9 août, les députés et sénateurs choisissent donc Louis-Philippe en tant que roi des Français, intronisé par la grâce de Dieu et de la volonté nationale. S'il est roi, c'est parce que le peuple le veut. Et ça, il ne doit pas l'oublier. Le règne de Louis-Philippe Ier se résume à marcher sur des œufs, contenter à la fois les partisans de Charles X, les légitimistes et les républicains. Alors, a-t-il réussi? C'est ce qu'on va voir. Aujourd'hui, je vous raconte la monarchie de Juillet. Charles X s'est fait renverser pour avoir été trop autoritaire. Alors, des changements s'imposent. Il faut libéraliser la politique et changer la charte de 1814. Ainsi, la Chambre des députés partage désormais l'initiative des lois avec le roi. L'âge d'éligibilité des députés passe de 40 à 30 ans et leur cens passe de 1000 à 500 francs. Celui de l'électorat passe de 30 à 25 ans et le cens de 300 à 200 francs. Le drapeau tricolore est rétabli. La censure est interdite et la religion catholique n'est plus religion d'État, mais religion de la grande majorité des Français. En bref, la liberté revient. Le corps électoral s'agrandit, passant de 90 000 à 170 000 électeurs. Et surtout, la France devient un régime parlementaire. Le roi a perdu beaucoup de pouvoir. Les Français ne sont plus ses sujets, mais des citoyens de leur pays. Tous ces changements sont votés et inscrits dans la charte le 14 août 1830. Les républicains sont assez frustrés de ne pas avoir pu instaurer une république. Ainsi, les premières années du règne de Louis-Philippe sont marquées par plusieurs révoltes. Le 5 juin 1832, une insurrection a lieu dans les quartiers populaires de Paris. Les républicains tiennent tête à l'armée royale pendant 2 jours avant de capituler. En mars 1834, le maréchal Jean de Dieu Soult, chef du gouvernement, fait interdire les associations, provoquant un soulèvement à Lyon et à Paris. La révolte est lourdement réprimée et fait plus de 300 morts et 2000 blessés. Et le 28 juillet 1835, le roi est victime d'une tentative d'assassinat qui provoque 18 morts. Les 3 responsables sont arrêtés et condamnés à mort, ce qui freine les insurrections républicaines. Les oppositions légitimistes et bonapartistes se sont elles aussi manifestées, mais ne représentaient pas un réel danger. Les légitimistes d'abord se révoltent en 1832 sous l'impulsion de la duchesse de Berry, mère d'Henri V. Mais elle échoue, et son arrestation met fin à toute révolte légitimiste. Les bonapartistes, quant à eux, n'acceptent pas Louis-Philippe et soutiennent la restauration du fils de Napoléon exilé en Autriche. Mais ce dernier meurt en 1832 de la tuberculose, et il se rallie à son cousin, Louis-Napoléon Bonaparte. Pour empêcher de nouvelles révoltes politiques, Louis-Philippe adopte en 1835 une série de lois qui restreint la liberté de la presse et facilite les condamnations pour atteinte à la personne du roi. Avec ces mesures, les libertés sont restreintes, mais les insurrections cessent. Profitons-en pour voir à quoi ressemble la France de Louis-Philippe. La France des années 1830-1840 est marquée d'un point de vue économique par l'arrivée et le développement du chemin de fer. La première voie ferrée française tractée par charbon a été inaugurée en 1827 et reliait Saint-Étienne à Andrézieux. L'État aimerait bien gérer l'organisation et la construction des lignes, mais il n'a pas les moyens financiers de le faire. La royauté choisit alors d'adopter un système de semi-concession. L'État achète les terrains et construit les ouvrages d'art, comme les ponts et aqueducs, tandis que des compagnies privées posent les rails
et les exploite, pour que ce soit rentable pour les deux côtés. Ainsi, en 1841 est adoptée une loi pour l'expropriation des propriétaires pour cause de travaux publics. Et l'année suivante, une loi définit un réseau ferroviaire en forme d'étoile autour de Paris à construire. Néanmoins, beaucoup de problèmes entravent ce développement. Les compagnies privées n'ont pas toujours les moyens d'entretenir les lignes, et l'État doit les racheter pour éviter la faillite. Et ce dernier, ayant peur que les entreprises privées monopolisent le chemin de fer, lance peu de projets. Ces premières lignes servent avant tout au transport de marchandises. La première ligne transportant des voyageurs, la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye, ne fut inaugurée qu'en 1837. Ainsi, en 1847, la France ne comptait que 1850 km de voies ferrées. Un autre réseau qui est en plein développement, ce sont les canaux. Sous Louis-Philippe, 1600 km ont été creusés, dont le canal du Rhône au Rhin en 1832. Grâce à ce développement, l'industrie minière et métallurgique se porte bien et le pays maintient sa croissance. L'agriculture, quant à elle, se porte au mieux. La production et les surfaces cultivables augmentent, les revenus aussi, ce qui permet aux Français de davantage consommer et favorise l'accroissement démographique. La population passe de 33 millions d'habitants en 1831 à 36 millions en 1846. Pour conclure cette partie, malgré le développement industriel, l'agriculture reste un pilier majeur de l'économie française et de sa croissance, puisque l'État est assez réticent à investir dans l'industrie. Malgré la Révolution, Louis-Philippe a réussi à se faire accepter par les autres puissances européennes et à s'en rapprocher diplomatiquement. Pour une raison assez simple, le fils de Louis-Philippe est célibataire et il cherche à le marier pour nouer des alliances et éviter de futurs conflits. Une alliance avec l'Angleterre fut conclue depuis le rétablissement de la monarchie, et une tentative de mariage avec une archiduchesse autrichienne fut tentée en 1836, mais n'a pas abouti. Un autre point sur lequel Louis-Philippe s'inscrit dans la lignée de ses prédécesseurs est sur la politique coloniale. Pour développer son commerce et accroître son prestige, la France élargit son empire colonial. Et c'est par ailleurs en 1831 qu'est créée la Légion étrangère. Depuis 1832, la résistance algérienne contre la présence française à Alger débouche sur une politique de guerre totale pour faire de ce territoire une colonie. Pendant 15 ans, les troupes françaises brûlent les récoltes, pillent le bétail et massacrent civils comme rebelles. En 1847, Abdelkader, le leader de la résistance, est vaincu et se rend au gouverneur français. L'Algérie devient une colonie française de peuplement. 110 000 colons français et espagnols sont installés en Algérie après la conquête. En dehors de l'Algérie, la colonisation française se poursuit dans l'océan Indien et Pacifique, Mayotte, Tahiti ou encore Wallis et Futuna. Mais l'une des décisions les plus importantes reste l'intervention en Belgique. Peu après la révolte des Trois Glorieuses, les nationalistes belges proclament le 25 août 1830 la séparation avec les Pays-Bas. Louis-Philippe décide de soutenir les nationalistes contre les Pays-Bas pour créer un pays indépendant et neutre. Cela lui permet de se rapprocher avec l'Angleterre, qui soutenait le projet, et de s'allier avec ce nouveau royaume en mariant sa fille avec le nouveau roi des Belges, Léopold Ier. En 1831, les Pays-Bas envahissent la Belgique et la France envoie des troupes pour la protéger, avec succès. Du moins, sur le plan militaire, car l'intervention a été peu soutenue par la population française. Les républicains français souhaitaient annexer ce territoire, autrefois français sous la Révolution et l'Empire. Retournons en France, et parlons un peu des changements politiques et sociétaux apportés par la monarchie de Juillet. La Restauration avait suivi une tradition héritée de la Révolution et de l'Empire, développer l'éducation primaire. En 1816, une loi oblige les communes à créer des écoles primaires gratuites pour les enfants d'indigents, ce qui fait qu'en 1830, 1,3 million d'enfants sont scolarisés. La monarchie de Juillet poursuit dans cette direction. En 1832, François Guizot devient ministre de l'Instruction publique et décide d'augmenter le budget alloué à l'enseignement, passant de 700 000 à 1,5 million de francs. Et avec la loi du 28 juin 1833, toutes les communes de plus de 500 habitants doivent entretenir une école primaire publique pour les garçons. Pour les filles, il faut attendre une autre loi de 1836. Cette loi est importante, car elle distingue désormais les écoles privées, détenues par des religieux, des écoles publiques, gérées par l'État, avec comme base la liberté d'enseignement. Et en 1835, le corps des inspecteurs d'école est créé pour veiller au respect de la loi.
Un autre point sur lequel la monarchie essaye de renouer avec l'Empire se déroule le 15 décembre 1840, avec le rapatriement des cendres de Napoléon en France, à l'hôtel des Invalides, conformément à sa demande dans son testament. Cela lui permit de se réconcilier avec les bonapartistes. En voyant cela, le maréchal et ancien grognard Adrien de Moncey déclare à ses anciens camarades « Rentrons mourir, à présent ». Pour ce qui est du monde du travail, on l'a vu, les agriculteurs se portent plutôt bien. On ne peut pas en dire autant pour les ouvriers, qui prennent une place de plus en plus importante dans la société. Ils vivent et travaillent dans des conditions précaires. Même la bourgeoisie critique ces conditions de vie auprès du pouvoir, ce qui amène l'État à adopter la seule loi sociale du régime en 1841, qui interdit le travail des enfants de moins de 8 ans à la mine et le travail de nuit pour les moins de 13 ans. La bourgeoisie, quant à elle, s'en sort beaucoup mieux, car avec l'élargissement du corps électoral, elle peut plus facilement faire passer ses idées libérales. Cependant, les légitimistes plus autoritaires ont également une grande influence. Par exemple, un premier projet de loi visant à abolir l'esclavage fut proposé en 1845, mais n'a pas été voté car une minorité de députés possédant des intérêts s'y sont opposés. Et c'est ça le plus gros problème de la monarchie de Juillet, son immobilisme. Louis-Philippe fait face à tellement d'opposition que rien n'avance. Il ne peut pas mener sa propre politique. D'un côté, les légitimistes, qui souhaitent une politique plus autoritaire et conservatrice. Et de l'autre, les radicaux, les républicains, qui souhaitent renverser la monarchie et obtenir plus de liberté. Alors dans cette situation, Louis-Philippe se devait d'être autoritaire pour faire avancer les choses. Une décision qui lui a coûté très cher. La chute de Louis-Philippe, comme celle de Louis XVI, a été provoquée par une révolution. Et cette révolution commence comme pour celle de 1789 avec une crise agricole. En 1846, toute l'Europe est frappée par une crise frumentaire causant de mauvaises récoltes. Néanmoins, cette crise s'achève à l'été 1847 grâce aux réserves accumulées les années précédentes. Ou presque. La crise a causé une baisse de la consommation de produits industriels, ce qui crée une crise du bâtiment et du textile. Et ainsi, le chômage explose. À cela, il faut ajouter l'impopularité croissante de Louis-Philippe, qui n'a pas réussi à restaurer le prestige de la France à l'international. Rajoutez 2 scandales de corruption touchant le ministre de la Guerre, et pour finir, vous ajoutez l'interdiction d'un banquet républicain en février 1848, et là, c'est le drame. Le 23 février, les républicains manifestent leur opposition dans Paris. Le ministre Guizot démissionne, mais l'éclatement d'une fusillade le soir provoque des affrontements et déclenche la révolution. Paris est hors de contrôle, et la foule atteint le palais des Tuileries, le siège du pouvoir. N'osant pas tirer sur la foule, Louis-Philippe abdique en faveur de son fils Philippe, âgé de 9 ans, avec sa mère pour régente. Seulement, la foule envahit l'hémicycle et force la famille royale à fuir pour officiellement proclamer la République le 27 février. La monarchie est définitivement abolie en France. Louis-Philippe fut le dernier roi français et laisse sa place à la Deuxième République. Lors de son exil en Angleterre, il déclare de manière assez cynique « La République a de la chance, elle peut tirer sur la population ». 2 ans après sa chute, il s'éteint à Surrey, en Angleterre, à l'âge de 76 ans. Les Républicains ont gagné une manche, mais la partie est loin d'être terminée, car un homme ambitieux dont le danger a été sous-estimé s'apprête à changer l'histoire de France.